Au XIXe siècle, il y avait incontestablement une fascination pour les mystérieux liens de solidarité et d'amitié susceptibles de naître entre des francs-maçons en situation de péril imminent. La littérature maçonnique de ce temps fourmille d'anecdotes où des francs-maçons ont eu la vie sauve parce qu'ils ont su se reconnaître comme tels en utilisant à temps et à bon escient le fameux signe de détresse qui a par la suite fait couler tant d'encre chez les obsessionnels du complot. Grâce à ces histoires, souvent légendaires, faute de sources documentaires fiables, les écrivains maçons ont entendu démontrer que la franc-maçonnerie transcendait les clivages partisans. Je voudrais revenir ici sur une de ces histoires que rapporte François Timoléon Bègue-Clavel dans son livre « Histoire pittoresque de la franc-maçonnerie et des sociétés secrètes » publié à Paris en 1843. Je le cite. « Ce n'est pas seulement parmi les peuples civilisés que la franc-maçonnerie inspire de pareils dévouements. Elle agit aussi avec non moins de force sur l'âme même des sauvages. Pendant la guerre des Anglais et des Américains, le capitaine McKinsey, du régiment des États-Unis commandé par le colonel Patterson, fut blessé 2 fois et fait prisonnier par les Iroquois à la bataille des Cèdres, à 30 000 au-delà de Montréal sur le Saint-Laurent. Son intrépidité comme officier de partisan avait excité les terreurs et le ressentiment des Indiens auxiliaires des Anglais qui étaient déterminés à lui donner la mort et à le dévorer ensuite. Déjà la victime était liée à un arbre et environnée de broussailles qui allaient devenir son bûcher. L'espérance l'avait abandonné. Dans l'égarement du désespoir et sans se rendre compte de ce qu'il faisait, le capitaine proféra ce mystique appel dernière ressource des maçons en danger. Alors, comme si le ciel fût intervenu entre lui et ses bourreaux, le guerrier Brandt, qui commandait les sauvages, le comprit et le sauva. Cet Indien, élevé en Europe, y avait été initié au mystère de la franc-maçonnerie. Le lien moral qui l'unissait à un frère fut plus fort que la haine de la race blanche, pour laquelle pourtant il avait renoncé aux douceurs et aux charmes de la vie civilisée. Il le protégea contre la fureur des siens, le conduisit lui-même à Québec et le remit entre les mains des maçons anglais pour qu'ils le fissent parvenir sain et sauf aux avant-postes américains. Le capitaine McKinsey devint plus tard général dans l'armée des États-Unis. Il est mort en 1822. Bien entendu, il ne faut pas se formaliser outre mesure des propos racistes de Bègue-Clavel. Ils sont conformes aux préjugés de l'époque. En tout cas, l'auteur a cru déceler dans ce fait remarquable la preuve que la franc-maçonnerie était susceptible d'adoucir les mœurs, même à ses yeux les plus grossiers et les moins civilisés, et de rapprocher des ennemis mortels. Il y a néanmoins, comme on va le voir, beaucoup de fantaisie et d'inexactitude dans ce que Bègue-Clavel rapporte, notamment des imprécisions sur l'orthographe des patronymes. Le guerrier iroquois dont Bègue-Clavel parle dans son livre a bien existé. C'était un Mohawk loyaliste, un personnage de l'histoire américano-canadienne. Il s'appelait Taena Nadja. Il est né en 1743 et mort en 1807. Mais il reçut le nom chrétien de Joseph Brandt, après avoir été baptisé dans la religion anglicane. Dans sa jeunesse, il fut le protégé de Sir William Johnson, le surintendant britannique des Indiens d'Amérique du Nord, qui était extrêmement populaire auprès des tribus indiennes. Johnson était franc-maçon et ancien grand maître provincial de la colonie de New York. Après le décès de son épouse Catherine en 1759, William Johnson se maria avec Molly, la sœur de Joseph Brandt. Brandt fit des études dans un collège du Connecticut. C'était un lettré parfaitement anglophone et assimilé. Il participa logiquement à la guerre aux côtés des Anglais contre les indépendantistes américains et les Français, où il acquit une solide réputation de guerrier. Habile stratège, Brandt parvint à fédérer en 1775 les 6 nations iroquoises contre les indépendantistes américains. Brandt fut cependant contraint de s'exiler en Ontario après la fin de la guerre en 1783 qui déboucha sur l'indépendance politique des 13 colonies d'Amérique du Nord. À la fin de sa vie, Joseph Brandt se consacra à la propagation du christianisme au sein des nations iroquoises. Il traduisit notamment les Actes des Apôtres en langue mohawk. C'est au cours de son voyage en Angleterre que Joseph Brandt fut initié aux 3 grades symboliques de la franc-maçonnerie en avril 1776 au sein des loges londoniennes Falcon et Hiram's Cliftonians. La tradition dit qu'il reçut son tablier des mains du roi George III. Il n'a donc jamais pu participer à la fameuse bataille des Cèdres à laquelle Bègue-Clavel a fait allusion dans son ouvrage. En effet, cette bataille eut lieu en mai 1776. Or, Brandt ne retourna en Amérique que fin juillet 1776. Il lui était matériellement impossible
de rencontrer le capitaine McKinstry dans ces circonstances décrites par l'écrivain français. Il s'agit donc très certainement d'une invention. On trouve d'ailleurs des variantes de cet épisode, mais avec un autre officier, ce qui confirme le caractère légendaire de cette anecdote. C'est ainsi que l'on a pu affirmer que lors de l'attaque de Cherry Valley en 1778, le lieutenant-colonel William Stacy avait été épargné par Joseph Brandt parce qu'il s'était fait reconnaître franc-maçon auprès de lui. Là non plus, il n'y a aucune source fiable, comme le signalent plusieurs historiens américains. On est donc dans un procédé narratif censé mettre en évidence la nature fabuleuse de l'appartenance maçonnique, puisque celle-ci est supposée pouvoir éventuellement sauver la vie de celui qui s'en prévaut, à la condition toutefois que la bonne fortune veuille que l'agresseur fréquente lui aussi les loges, ce qui, reconnaissons-le quand même, amenuise considérablement les chances de survie. Je pense cependant que toutes ces histoires de soldats prêts à succomber sous les coups de l'adversaire, de voyageurs sans défense, attaqués en pleine mer par de méchants corsaires, etc., et qui arrivent à s'en sortir in extremis en raison d'une appartenance maçonnique commune avec leur agresseur, poursuivaient aussi un but pédagogique inconscient. Inconscient dans le sens où les auteurs ne s'en sont pas rendus compte. Que s'agissait-il de montrer ? Tout simplement que le franc-maçon doit parfaitement bien connaître les signes, mots et attouchements des grades auxquels il a été initié, s'il veut pouvoir être reconnu comme tel. Si le franc-maçon les maîtrise de manière satisfaisante, alors il ne pourra jamais être seul et ignoré d'un frère, quand bien même il n'aurait pas d'autre moyen de prouver son appartenance. De façon plus générale, ces petites histoires ne font que souligner l'importance du symbole dans les rapports fraternels. Et pour ce qui concerne l'histoire de l'Iroquois Brandt, celle-ci montre qu'il ne faut pas trop vite juger sur les apparences, car la fraternité peut parfois prendre les traits d'un visage inattendu. Sonny enseigne à l'apprenti à un élève ici. Eux, ils pensent tout connaître, laisse-les dans le paraître. Ils n'écoutent pas les maîtres, surpris par leur échec, ils sont down. Moi c'est Boogie Down qui bouge ma boogie rhyme. Donc mon boogie flow expose leur boogie drum. Apprendre sans honte de ne pas connaître permet de comprendre les rencontres qui comptent vraiment pour notre être. Chaque leçon est un don de celui qui enseigne. Baigne dans l'histoire qui saigne pour comprendre tous mes thèmes. L'éternel apprenti est celui qui apprend de chaque seconde, action, instant. Jamais pressé, il cherche avant de répondre. Le monde qui l'entoure est un grand mystère qu'il sonde et fume le fantre. Éternel apprenti, jamais pressé, il cherche avant de répondre.